Laurent Roland Toninkès, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. La presse parle ce matin d'une situation confuse à la CBDH. Laurent Roland Toninkès, le titre apparaît notamment à la une du quotidien Le Matin Libre. Alors, je pars du constat que ce n'est pas surprenant d'entendre qu'aujourd'hui, Clément Kapouchichi a des difficultés avec les commissaires de la commission béninoise des droits de l'homme, parce qu'ils vous souviennent que déjà en décembre 2021, il y avait un rapport qu'il avait produit qui avait été dénoncé par des députés de la mouvance présidentielle. Et déjà ça montrait déjà les signaux d'un affaiblissement du président de la commission des droits de l'homme. C'est vrai qu'après, la commission a reçu un prix, laquelle distinction a été célébrée par le pouvoir en place. Et je disais à l'époque que ce n'est pas une distinction du gouvernement, mais plutôt une distinction de la commission béninoise des droits de l'homme qui avait produit un rapport objectif, quoique ce rapport avait été remis en cause par certains. Et quand on est président de la Commission béninoise des droits de l'homme et que déjà on commence par voir ces problèmes, c'est qu'on fait très attention dans sa gestion. On fait très attention avec ses pairs commissaires dans une certaine mesure. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est reproché à Clément Kapouchichi, malheureusement, c'est une question, on parle de, si vous permettez, on parle de fait présumé de conflit d'intérêts, on parle de passation de marché public, de dilapidation de ressources de la CBDH, de légèreté dans le traitement de la PRMP, dans les charges fonctionnelles de celle-ci et d'abus d'autorité et de fonction. Et donc, ceux qui lui reprochent ça se basent sur comment vous appelez, des lois, le règlement intérieur, de l'institution, et qui, au niveau de l'article 24, si vous permettez, dit clairement que l'article 24 dit « Tout membre de la commission qui contrevient aux dispositions de la loi et du présent règlement intérieur est passible de l'une des sanctions suivantes, le rappel à l'ordre, l'avertissement et la révocation. » Et donc, dans une certaine mesure, le commissaire reproche ces faits à Clément Kapouchichi, lesquels faits sont portés devant la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, mais lui, par contre, a saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle se prononce sur la question. Il a dit à un des médias de la place, en tout cas à un de nos confrères, qu'il s'en remet à la justice parce qu'il n'y a pas encore de contradictoire dans le dossier au point où ses pairs décident de le révoquer dans une certaine parce que justement, les commissaires disent l'avoir révoqué. Voilà, il dit non, que normalement il devait avoir un contradictoire. Et quand on lit la suite des articles sur lesquels se basent les commissaires, en réalité, il devait avoir une assemblée générale. C'est l'assemblée générale qui décide, qui statue, de révoquer le membre en question. Mais c'est vrai que dans le cas d'espèce, il s'agit du président. Donc voilà un peu ce qui se passe. Alors quand on voit tout ça, c'est que en réalité, il y a matière à se poser des questions. On attend de voir qu'est-ce que le travail que fera la CREI de son côté. Est-ce que les faits reprochés à Clément Kapouchichi sont avérés? On verra aussi la position de la Cour constitutionnelle en la matière. Mais c'est vrai que tout récemment, en Conseil des ministres, il y avait une modification de la loi, portant, en tout cas, constitution de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et cette loi stipule clairement que désormais, les gens seront nommés à la Commission béninoise des droits de l'homme sur mérite, non plus par affinité, comme ça ce fut le cas pour les membres, les commissaires des commissions par le passé. C'est vrai que quand vous regardez aussi la commission actuelle, ceux qui sont là ont été nommés par le gouvernement et un certain nombre. Donc, c'est par affinité la plupart du temps. Donc, maintenant, la loi dit clairement que ce n'est pas mérite. Et il y a déjà un bouleversement qui est annoncé au niveau de la Commission béninoise des droits de l'homme. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine pour qu'en même temps, automatiquement, on essaie de d'écarter un certain Clément Kapouchichi? On attend de voir ce qui va se passer. De toute façon, deux juridictions sont saisies, la CREI et la Cour constitutionnelle. On verra qui a raison. Est-ce que c'est les commissaires qui ne veulent pas, qui disent ne plus vouloir de Clément Kapouchichi au point de le révoquer qui ont raison, ou bien celui qui a raison? La Cour nous situera. La Cour nous situera donc sur, évidemment, le dénouement de cette situation confuse à la CBDH. Laurent Roland Toninkès, gestion décriée également à la commune d'Abomey-Kelavi, s'agissant de la SE.
Bon, vous savez, les SE ont tous les problèmes aujourd'hui. Et je ne vais peut-être pas en rajouter à Dame Laourou, secrétaire exécutif de la commune d'Abomey-Calavi. J'ai pu voir hier un journaliste sportif qui a écrit aussi un post pour dénoncer une attitude en griffe de la secrétaire exécutive, notamment le stade terrain de sport construit tout récemment à Abomey-Calavi, qui pour ce terrain, la SE aurait demandé que ce soit 40 000 francs à payer par heure. Okay. Et cela fait 3 aussi, c'est 3 ça fait 120 000 francs. Et lui, il expliquait que René Pleven, c'est 20 000 francs et qu'à d'autres stades, serait à 20 000 francs. Et donc, pourquoi elle met ça à 40 000 francs? Donc, déjà, c'est tout un problème pour les secrétaires exécutifs dans toutes les mairies parce qu'aujourd'hui, on les a mandatés pour une mission et dans une certaine mesure, à un moment donné, ils tiennent leur autorité du ministère de la décentralisation, lesquels a un œil assez rigoureux sur leur gestion dans une certaine mesure. Donc, quelque part, les SE, peut-être tout ce qu'ils font, ce n'est pas de leur ressort. Peut-être, en tout cas, ça ne vient pas, peut-être, je suis tenté de dire que ça ne vient pas directement d'eux, mais c'est vrai que nous sommes des humains, il y a des gens qui feront toujours excès de zèle. Et donc, quand on parle de mauvaise gestion, je crois que c'est peut-être une dénonciation qui n'a peut-être pas de fondement. Je veux bien croire. Autrement, je crois que la SE serait seule à répondre devant les autorités compétentes. De toute façon, s'il y a mauvaise gestion, c'est une chose, elle va répondre. Mais je rappelle au secrétaire exécutif ce matin qu'ils sont venus dans un environnement où ils ne sont pas appréciés. C'est un environnement qui ne leur est pas du tout favorable. Ils savent d'où est venue cette réforme et comment est-ce que cette réforme a été attaquée, d'ailleurs, et notamment par les citoyens et d'ailleurs aussi par les autorités communales, dans une certaine mesure, qui ont vu une partie de leur pouvoir s'envoler dans les mains d'autrui. Donc, dans une certaine mesure, c'est à eux de faire très attention. Quiconque se hasarderait à ne pas bien gérer ce qu'on lui a confié se verra dénoncé par les autorités communales qui prennent désormais ces secrétaires exécutifs comme peut-être leur bourreau, comme peut-être pas leur bourreau, des obstacles pour leur enrichissement. On sait très bien comment est-ce que certaines autorités communales s'enrichissaient à volo. Maintenant, avec les SE, tout est contrôlé et donc ils ne sont toujours pas bien vus. Je ne dis pas que la SE dont on parle est parfaite, est une state, est clean. Non, quelque part, ceux qui l'accusent peuvent avoir des raisons bien de l'accuser et c'est à elle de faire très attention et c'est à tous les secrétaires exécutifs de faire très attention. Alors, une situation qui fait écho à ce titre, à la une de Matin Libre ce matin, Laurent Roland Tononiquès, ou peut-être le titre qui fait écho à la situation, en tout cas, réforme de la décentralisation après l'embellie financière, les contestations. On peut voir eh bien, une photo de l'enseigne de l'hôtel de ville de Segbana. Oui, je crois que oui, il y a une embellie financière dans cette réforme, parce qu'à travers cette réforme, on a fixé les salaires des autorités communales, des maires, et on a fixé un certain nombre de conditions pour les autorités communales dans une certaine mesure. Et puis après, c'est-à-dire qu'on pensait bien faire en fixant des salaires pour mettre à l'abri les autorités communales de certains besoins dans une certaine mesure, mais elles ne règlent pas le problème entier, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, ces autorités communales ont envie de continuer à gérer les marchés publics, ont envie d'avoir le devant dans certaines mesures. Donc, il y aura toujours contestation parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, malheureusement. Donc, c'est en cela que je crois qu'il faut vraiment, cette loi est à revoir, c'est-à-dire que même si on doit continuer à l'appliquer, il faut peut-être revoir, relire, il faut procéder à une relecture de cette loi et maintenant travailler à ce que les contestations soient levées et qu'on n'ait plus de situations de mésentente ou de mécontentement entre les secrétaires exécutifs et les conseils communaux. Autre fait d'actualité abordé par beaucoup de quotidiens ce matin, Laurent Roland Tononiquès, c'est l'affaire Télécel Etisalat. La nouvelle génération a titré ce matin « La Criette a dit le droit en faveur de Séverin Adjovi ». Oui, c'est une bonne nouvelle pour Séverin Adjovi. L'ancien maire. L'ancien maire de Ouidah. Je voudrais peut-être déjà avant tout rendre hommage à cet homme qui a beaucoup apporté à la culture béninoise. C'est un homme à respecter au-delà de tout. Et quand on va à Ouidah, l'hôtel de ville, le bâtiment qui est là en l'état aujourd'hui, c'est l'œuvre de Séverin Adjovi.
qui a changé l'état, le visage de l'état de l'hôtel de ville de Ouidah quand même. Donc, dans la culture, dans beaucoup de domaines, c'est quelqu'un qui s'est imposé, qu'on a pu voir au devant de la scène, qui a apporté beaucoup à des secteurs essentiels dans ce pays. Et donc, les déboires qu'il a pu connaître avec la justice béninoise en l'état il y a quelques années, ces déboires surprenaient plus d'un dans une certaine mesure. C'est vrai que c'est un homme d'affaires. Et donc, quand on est dans les affaires, on n'est pas à l'abri des problèmes, on n'est pas à l'abri des contentieux dans une certaine mesure. Donc, aujourd'hui, quand la justice lui donne 7 ans avec 700 millions d'amendes à payer, qu'aujourd'hui on parle de 3 mois avec sursis, avec 2 millions d'amendes, bah, oui, rien à dire sur le verdict de la Cour, hein, de toute façon. L'essentiel pour moi, ça me donne espoir de ce que si un Séverin Adjovi pouvait avoir gain de cause en appel, on a peut-être de bonnes raisons d'être optimiste pour un certain Ricky Amadou, une certaine Ricky Amadou, d'être optimiste pour un certain Joël Aïvo, d'être optimiste pour un certain Sébastien Adjavon, pourquoi pas. Donc, si la criette peut fonctionner, parce qu'il vous souvienne qu'un certain Babalola, directeur général de la SONEB, a été condamné à 5 ans et allait faire un appel et a eu 10 ans. Donc, oui. Ce n'est pas en fait courant de voir que la criette vous facilite la tâche comme ça. Donc, si ça se passe comme ça, gardons espoir qu'un jour, qu'on dise que oui, Ricky Amadou a eu une réduction de peine compte tenu d'un certain nombre de choses, et que certains joueurs d'Ivoire a une réduction de peine dans certaines mesures compte tenu de tel processus, et un certain Sébastien Adjavon. On a besoin d'eux parce que Séverin Adjovi, c'est un contributeur quand même pour l'économie béninoise qui avait des sociétés qui employaient. Mais une fois que vous avez des difficultés, vous n'êtes pas sur le territoire, vous fermez tout. Je prends l'exemple d'un certain Martin Rodriguez qui a dû fermer tout et qui s'est retrouvé à l'extérieur. Et donc tous ceux qui travaillent avec ces personnes se retrouvent au chômage. Et il n'y en a pas mieux. J'ai vu, il y a un monsieur qui m'a remarqué il y a 2 mois, qui était chauffeur à Commande Kadiaf, par exemple, conducteur, qui livrait le produit congelé. Et depuis que son patron a eu des difficultés, l'entreprise fermée, il est devenu conducteur de taxi-moto Zémidian. Il me parlait avec beaucoup de peine. J'ai lu dans ses yeux les larmes couler. Donc, il disait tout le bonheur qu'il avait quand il travaillait avec Sébastien Adjavon. Donc, quand on nous annonce aujourd'hui qu'un Séverin peut retourner dans ce pays, s'il est condamné 3 mois avec sursis, c'est que là maintenant, il peut revenir chez lui, il n'y a pas de problème. Et donc, il peut circuler librement, il peut peut-être reprendre ses activités. Si un jour, un certain Sébastien Adjavon peut revenir chez lui aussi pour créer de la richesse, créer de l'emploi, si une certaine Ricky Amadou peut sortir aussi, créer des opportunités pour les jeunes, pourquoi pas, créer des opportunités pour les femmes. Si Joël Aïvo peut sortir de prison un jour et continuer à donner des enseignements de qualité dans nos universités, créer des opportunités pour les jeunes, former des jeunes qui sont en toi des doctorants pour que ceux-là puissent soutenir les thèses, faire valoir leurs compétences au plan international, pourquoi pas. C'est ce qu'on souhaite. Et donc, vivement que le cas Séverin Adjovi soit le début d'un processus au cours duquel on verra beaucoup de personnes libérées comment vous appelez, des liens de la prison. La nouvelle génération qui précise donc que ces peines sont quasiment annulées. Oui, Ouidah jubile un peu partout au Bénin des sentiments de joie, et de préciser que c'est donc là la preuve que la justice est juste et équitable pour tous les justiciables. Et je pense que c'est tout le mal qu'on peut souhaiter. En fait, ce n'est pas une décision à critiquer. C'est-à-dire que si ça arrive comme ça, c'est que ça devrait être après un motif de satisfaction pour les uns et les autres, au-delà de ce qu'on peut essayer, vouloir peut-être aller dans le fond de cette décision rendue. Espérons que ce soit le premier pas et que le second pas soit en faveur d'autres personnes qui sont en difficulté. On sait très bien qu'avant que Séverin Adjovi ne connaisse cette déboire, on sait comment ça se passait avec le pouvoir en place dans une certaine mesure. Bon, est-ce que entre-temps, le terrain d'entente, le calumet de la paix a été fumé? On ne sait pas. Mais espérons que ce soit le début de ce que d'autres personnes se retrouvent dans cette situation, à défaut d'être graciées,
que des peines soient annulées de cette manière, avec des emprisonnements, en tout cas avec des condamnations avec sursis, pourquoi pas. Autre fait d'actualité, Laurent Roland Toniquès, qu'on retrouve à la une du quotidien Dabarou ce matin. Exigence, j'y arrive, de la comptabilité aux écoles et mosquées dès janvier 2024. La taxe bientôt réclamée à Dieu, s'interroge le quotidien. Une belle interrogation de Dabarou ce matin. Je suis peut-être... Une interrogation aux allures d'indignation, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une indignation? Bon, c'est à Dabarou de nous dire si c'est une interrogation aux allures d'indignation. C'est l'impression que ce qui est sûr, et je sais que ce matin, les miens chrétiens évangéliques ou chrétiens ne sont pas d'accord avec moi, mais ce que je sais, c'est que dès lors que les églises commencent à vendre, c'est que les églises doivent pouvoir se soumettre à la comptabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Malheureusement, les églises, toutes catégories confondues aujourd'hui, sont les premières à vendre huile sainte, chapelet, bougies, sel, un peu de tout aujourd'hui. C'est une activité commerciale. Et dès que vous faites une activité commerciale, vous devez pouvoir tenir une comptabilité. C'est les b.a.-ba. Personne ne devrait être contre ça. C'est-à-dire que si vous passez... En réalité, il n'y a plus de... comment vous appelez? Vous dites, il n'y a plus de retour. Hein? C'est-à-dire que ça s'impose et puis tout le monde doit pouvoir se conformer à ça parce que l'OADA est clair là-dessus. Oui. Il faut tenir une comptabilité. Avant, les chapelets, ça se vendait dans des structures spécialisées. Oui. Vous allez vendre, acheter là-bas de l'encens, de l'huile sainte, un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, toutes les églises, malheureusement, vendent de l'huile sainte. Et vous vendez de l'huile sainte, c'est-à-dire que vous achetez l'huile quelque part, vous venez revendre, vous avez un bénéfice. Et dès lors que vous faites cette activité, que vous avez un bénéfice, c'est que dans une certaine mesure, vous devez payer des tasses. C'est les b.a.-ba. Malheureusement, ils ne seront pas d'accord avec moi. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. Écoutez, je suis chrétien évangélique et je le dis clairement, ça peut vous choquer, mais nous devons nous soumettre à cela. Parce que dès lors que nous avons commencé par vendre, parce que malheureusement, quand l'église vend l'huile sainte là, ceux qui sont censés avoir des boutiques, des drogueries pour vendre là, vendent quoi finalement? Vendent quoi finalement? Et ça fait de la concurrence déloyale. Voilà. Quand les bonnes dames qui vendent du sel là, vous allez acheter, vous vendez du sel là, dans les églises pour dire... C'est pas le même type de sel. Non, c'est le même type qu'il faut bénir juste, il faut prier sur ça. Ben oui, maintenant, quand vous transformez en vendeur de sel, vous gagnez un bénéfice, vous devez payer les tasses, vous devez tenir une comptabilité. Ce n'est pas sorcier ça. Quand vous vendez des bougies, alors que la bonne dame du quartier dans sa boutique doit vendre la bougie, et que vous vendez des bougies, les gens vont venir. Quand vous venez commencer par vendre des fruits, aussi votre paroisse dans une certaine mesure, vous payez les tasses, vous vous soumettez au règlement du commerce dans une certaine mesure. Donc, malheureusement, ils ne seront pas d'accord avec moi. Je suis heureux de vous dire, si nous avons commencé en tant que chrétiens, sur nos églises, à vendre de l'huile sainte, à vendre du sel, à vendre un certain nombre de choses, c'est que nous devons nous soumettre à ce que prévoit le système commercial, c'est-à-dire avoir une comptabilité. Et si, le cas échéant, parce que quand vous faites des entrées désormais de produits, on sait ce que vous vendez, vous devez avoir une comptabilité avec les reçus que vous donnez aux gens. Et après, sur cette base, vous payez des tasses. C'est que nos commerces, malheureusement, non négociables. Non négociables. Nous l'avons voulu et nous l'avons commencé et nous allons subir malheureusement. Il y a la chronique de l'oncle Agbaya ce matin qui très certainement a rapport avec cette situation. Quand l'oncle Agbaya titre plus comptable devant Dieu, parce qu'on sait, voilà. Oui. Regardez par exemple, dans certaines églises, la mosquée. Dans certaines églises, pour voir le pasteur, il faut payer 50 000 francs. Et en fait, c'est vrai que la Bible dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais malheureusement, nous vivons dans le monde. Et les gens nous voient faire. C'est-à-dire que des gens côtoient des pasteurs ou bien parfois côtoient des gens qui vont dans des églises où on leur demande de payer 50 000 francs pour voir le pasteur. Quand on leur dit de payer 100 000 francs pour voir le pasteur, de payer 25 000 francs, il y a ce qu'on appelle le partenariat, un certain nombre de choses. Et nous le faisons en tant que chrétiens. Les gens voient. Et ces gens voient qu'il y a une transaction financière énorme qui se fait au niveau des églises. Alors, c'est des gens qui nous observent et qui comprennent maintenant finalement qu'au niveau des églises, il y a une masse financière qui circule. Et pourquoi pas alors, pourquoi ne pas aller à ce niveau aussi pour demander aux gens de payer? Malheureusement, c'est vrai que quand on vient de dire l'église aussi, nos frères de l'autre côté aussi, qui font de la transaction aussi. Les mosquées aussi sont concernées. Les mosquées sont concernées, ce n'est pas que les mosquées.
voulez parler de... Ceux qui sont dans la tradition aussi, qui font de la transaction oui, aussi, ben doivent oui. aussi se soumettre. C'est-à-dire que oui. dès lors que nous faisons de Dieu désormais un instrument commercial, nous devons alors nous soumettre aux règles du Donc, commerce. on n'est plus comptable devant lui. Hein? On n'est plus comptable devant Dieu. On est comptable devant Dieu. On est comptable devant On est Dieu. comptable devant Dieu. On est comptable devant comptable également devant devant les institutions. les Devant les institutions, hommes. malheureusement. C'est-à-dire que oui, avant, il y a comptabilité devant Dieu, ça Oui, se voilà, passe donc, entre les élites. Entre les élites. Mais là, maintenant, c'est que dès lors que nous rentrons dans le système commercial, malheureusement, et que nous devons tout vendre aussi au même titre que les commerçants, nous devons nous soumettre. Mais j'aimerais bien que vous fassiez cette précision. Il ne s'agit pas d'une décision prise par le gouvernement. Non, ce n'est pas le gouvernement béninois. Dites-le, non, j'aimerais bien. Non, je l'ai dit à l'entame, c'est l'OADA. Précisez-le. Non, voilà. mais non, ce n'est pas le gouvernement béninois, c'est l'OADA qui l'a dit. Et c'est ça, pas Patrice Talon. Et ce n'est pas que le Bénin. Voilà. C'est pas que le Bénin. Voilà. C'est tous les pays membres de l'OADA, Voilà. malheureusement. Parce qu'on a tout fait de récupérer Non. Écoutez, je l'ai dit Ce clairement n'est que pas c'est Patrice Talon. l'OADA. Ce n'est pas le ministre Romuald Wadaï. Oui, justement, c'est pas Voilà, Wadaï. c'est pas Wadaï, c'est pas Patrice Talon, non. Entendons-nous bien là-dessus. C'est une décision qui s'impose au Bénin. Il n'y a pas que le Bénin, justement. Non, en fait, c'est vrai que peut-être chaque pays verra bien s'il faut appliquer ça ou pas, parce que c'est vrai que c'est l'OADA qui a décidé. Non, mais il faut se conformer. Il faut se conformer aux décisions de l'OADA, voilà. malheureusement. Non, des pays peuvent trouver les formules. Le Bénin, justement, est un bon élève. Bon. Voilà, au niveau des institutions régionales et sous-régionales. Le Bénin n'est plus un État voyou. Voilà, le Bénin est un bon élève. Le Bénin n'est plus un État voyou. Bon, c'est ce que vous tentez de dire. En tout cas, ces mots ne sont pas sortis de ma bouche. En tout cas. Laurent Roland-Tonnerre, parlant de voyous, justement, on va parler éducation maintenant. Peut-être pour finir cette partie de l'émission. On parle éducation avec le chasseur notamment, qui titre ce matin « Enseignement public et privé, plus de ventes de cahiers d'activités dans les lycées et collèges ». Bon, je ne sais pas pourquoi chaque fois on prend des décisions comme ça, alors qu'en réalité, vous savez que cette affaire de cahier d'activité, je ne comprends pourquoi, pas pourquoi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des réformes, c'est même au niveau du primaire, on nous avait dit qu'il n'y avait plus de cahiers d'activité à vendre et qu'on allait donner les cahiers d'activité aux enfants. Mais je sais très bien qu'à l'époque, j'ai un enfant qui commençait le CI, jusqu'à la fin de l'année, pas de cahier d'activité. Au CP, pareil. Après, j'ai entendu dire que la version numérique de cahier d'activité avait été envoyée à certains enseignants qui ont dû imprimer pour travailler avec les enfants là-dessus. Et donc après, finalement, on a vu que des cahiers d'activité sont sortis et qui ont été imprimés, même pas au Bénin, et qui sont imprimés dans un autre pays que je ne vais pas citer. Et on a envoyé ça, mais pas en quantité suffisante dans une certaine mesure. Alors, quand on en arrive au collège, dans les collèges et lycées, qu'on demande qu'on ne doit plus vendre les cahiers d'activité, est-ce que ça dit qu'on mettra les cahiers d'activité à disposition des enfants? Qu'est-ce que cela sous-entend? Je vais bien peut-être chercher à comprendre la décision pour peut-être qu'on en parle demain ou jeudi. Voilà, parce qu'avec le Grand Quotidien, on peut lire par exemple sur le même sujet, interdiction de l'usage des cahiers d'activité dans les établissements publics et privés. Le rappel à l'ordre du ministre Chabi. On y reviendra donc très certainement. Laurent Roland-Tonnerre, avec le chasseur, on apprend également que la suspension de la pratique de cadeaux au jury dans le cadre des soutenances de mémoire de fin d'année de formation est également prise en compte par certains établissements privés, enfin certaines universités. Oui, je crois qu'une université privée a pris une décision au cours de la semaine écoulée. Pour s'aligner avec celle prise au niveau de l'UAC. On dit que désormais il n'y a plus de cadeaux à donner aux membres du jury. Je crois que c'est une bonne nouvelle, c'est une avancée notable. C'est-à-dire que cette manière de faire où il fallait nécessairement faire un cadeau aux membres du jury, c'est une manière peut-être de les corrompre en griffe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé, mais parfois aussi, parce que j'ai vu aussi, j'ai surpris un enseignant, comme je l'ai dit par le passé, se plaindre de ce qu'on a mis dans son dos ne l'honorait pas. J'ai vu des étudiants aller dire à des impétrants que voilà ce qu'il faut acheter dans son colis. Il faut telle boisson expressément, il faut telle qualité de jus, il faut telle qualité, il faut tel montant. Donc du coup, c'est devenu une contrainte pour les impétrants dans une certaine mesure où on utilisait ça aussi comme un élément de chantage à la limite. Oui, mais quand on sait que le cadeau est remis après soutenance, justement, à quel moment est-ce qu'il y a corruption? Il y a un problème dès lors que vous soutenez qu'il y a peut-être des corrections à faire.
mais que vous donnez les cadeaux qui ne remplissent pas les conditions. Les voulues conditions par qui ne remplissent l'enseignant. pas les attentes Vous des connaissez la jurys. suite. Vous connaissez très bien la suite. Donc, à ce moment, il y a un problème. Bien D'ailleurs, quand vous finissez de soutenir, ce n'est pas le même jour que vous prenez Bien le sûr. diplôme. Bien sûr. Il faut que ces membres du jury, même le président du jury dans certaines mesures, donne son quitus et que là, ce soit après ça qu'on vous délivre votre diplôme. Dès lors qu'après la soutenance, il trouve qu'il y a une virgule qui était mal placée et qu'il faut rectifier ça et qu'il ne dépose pas, il ne va donner pas sa décision finale, il y a un problème. Donc, il y a un certain nombre de choses. Et n'oubliez pas que aussi ce monde est une jungle, à la limite, même si on n'arrive pas à vous mettre la main dessus. Là, maintenant, c'est que dans le silence du processus, on peut vous rattraper à tout moment. Donc, dès lors que c'est suspendu maintenant, tout le monde est au même niveau et on sait que bon, chacun fait son travail sans rien attendre en retour. Éducation encore, Laurent Roland Toneinkes. On va en parler jusqu'à la fin de l'émission d'ailleurs, puisque dans l'actu décalé, on va parler éducation. Avec Maître Amoussa Raimi dans Ombre et Lumière, on va parler éducation. Mais avant ces deux rubriques, encore deux mots d'éducation rapidement. Laurent Roland Toneinkes, avec Express ce matin notamment, on apprend que la lutte contre la cybercriminalité se passe également désormais dans les établissements d'enseignement public et privé. Une ONG, notamment Action Jeunesse, pour ne pas la nommer, sensibilise les élèves responsables de classe d'Abomey-Calavi sur les contours du phénomène. Oui, c'est très important de sensibiliser nos jeunes frères dans les collèges aujourd'hui parce que la cybercriminalité, les premières personnes qui sont données à la cybercriminalité ont été des enfants qu'on a pu retrouver dans les écoles publiques, malheureusement, qui sont moyens et qui ont été facilement entraînés dans ce état de choses. Donc aujourd'hui, avec la situation qui prévaut, avec les arrestations qu'on a, il est de bon Qui se poursuivent, il faut le préciser. C'est vrai qu'on n'en parle plus autant. Mais ça se poursuit. Pas le passer, mais ça se poursuit. La dernière fois, il est annoncé que le chef des cybercriminels de Ouida, voilà. Il a jeté un de ses portables dans un WC, il a tiré la chasse, c'est pas parti. C'est pas parti. Apparemment, c'est le chef bandit, c'est ça. C'est le chef des. Il serait le chef des cybercriminels de Ouida. Il aurait été arrêté à Roson. Donc, bref. Alors, pour dire que quoi. Aujourd'hui, il faut sensibiliser nos jeunes frères, nos enfants dans les collèges sur la nécessité de travailler dur plutôt que de s'adonner la facilité, parce que tôt ou tard, vous serez attrapés, arrêtés malheureusement. Et ce n'est pas que les collèges publics, ça doit être aussi les collèges privés. Malheureusement, on pense que ceux qui font la cybercriminalité, c'est rien que des enfants de pauvres. Ce sont forcément des enfants de cadres bien sûr. Dans cette affaire. Bien sûr. Je ne vais pas citer de nom, mais les cadres savent très bien que les enfants se sont adonnés à telle pratique. Et puis parfois, ces enfants se cachent derrière l'aisance de leurs parents, c'est-à-dire pour faire croire que c'est leurs parents qui ont les moyens, que c'est grâce à leurs parents. Mais au fond, c'est des enfants qui s'adonnent très bien à la cybercriminalité. Donc, il faut aller aussi sensibiliser dans les écoles privées, dans les grandes écoles privées d'ailleurs, parce que là-bas aussi, c'est beaucoup de cas qu'on peut retrouver. Et ce n'est pas que dans les collèges, même dans les universités. Dans les universités, oui, c'est ce que je dis. La pratique à cours. Donc, dans les universités, et même les apprentis aussi. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Après, oui, dans les écoles, les collèges, les universités. Je connais un jeune qui ne pouvait pas lire, ne pouvait pas écrire son nom autour de 2007-2008. Mais qui, grâce à la cybercriminalité, finalement, c'est lire. Il est devenu cybercriminel. Et j'étais un jour assis quelque part quand le gars vient garer une voiture Murano à l'époque. Et il faisait le gentleman. J'étais assis, je le regardais, hébété. Il dit, mais c'est pas possible. Et il parlait avec une certaine arrogance, et avec une femme, une nana à côté de lui. Et j'étais hébété, je dis, mais c'est pas possible. Le genre de nana que vous aimez bien? Non, pas ça. Non. Et donc, le jour-là, j'ai regardé un peu. Finalement, il fait partie de ceux qui ont été arrêtés. Et donc, c'est pour dire qu'au niveau des apprentis aussi, il faut aller voir aussi à ce niveau. Bien sûr. Pour leur dire, attention, le Bénin de 2023 n'est pas le Bénin de 2006, 2007, 2008, 2010, où on peut se permettre... On en a beaucoup vu qui étaient apprentis mécaniciens, apprentis qui ont dû laisser après menuisiers, mais qui, à un moment donné, ont arrêté carrément donc, pour se consacrer à la cybercriminalité et par fini se sont retrouvés sur la grande plage de l'autre côté
Vous savez de quel plat je parle, certainement. Laurent Roland, Tony Ouais. c'est un demi-sérité. Allez, on va finir maintenant par ceci. Enseignement maternel et primaire, Laurent. Les enseignants invités à bien s'habiller. Ouais. Question. Sujet très intéressant. Les enseignants appelés, invités à bien Invités s'habiller. à bien s'habiller, avec évidemment C'est invité du ministre, c'est une qui est très connu bonne- pour ce genre, justement. Ouais, oui, c'est lui. Kaïm Saliman. Pour ce oui. genre d'invite. Oui, c'est lui, c'est toujours lui. Non, c'est une bonne chose en Bien état. sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que les enfants prennent ce qu'ils voient comme modèle, pour modèle. Et donc, c'est normal de demander aux enseignants de bien s'habiller. Il y a eu le cas, je ne vous coupe pas, des absences et retards. Il y a eu le cas de ces enseignants aussi alcooliques, toujours avec le même ministre. Hein. Oui. Et là, nous en sommes donc... Oui, voilà. non. Sur la question, c'est normal qu'il faut demander aux enseignants de bien s'habiller. Seulement que j'ai un problème. Le problème Vous que voulez j'ai parler de la rémunération, c'est ça? Mais écoutez... Ben oui, bon, ok, mais après pour quand bien s'habiller, vous habillez bien, on n'a pas besoin de grands moyens. Quand on ne demande pas de s'habiller, oui. Attendez. Oui. Quand vous habillez bien, Oui. c'est vrai que c'est votre image. Oui. D'accord? Au-delà de votre image. Au-delà de ça, Mais je le problème c'est pense, que Laurent, que quand on demande aux enseignants de bien s'habiller, il ne s'agit pas de s'habiller, de mettre des costumes qui valent des prix non, astronomiques. ce n'est pas ça. Il s'agit de s'habiller décemment, tout simplement. S'habiller décemment. Tout simplement. Et pour ça, on n'a pas besoin de grands moyens. De grands moyens, Enfin, d'accord. Mais dans une certaine pense. mesure aussi, Oui. c'est que dans certains milieux-là, bien s'habiller répond à certains critères. Bien sûr. Vous le savez mieux que Bien- moi. Vous ne bien demanderez sûr, pas bien à sûr. l'enseignant Bien de sûr. Pénousoulou, Oui. l'enseignant de Cotonou, peut-être de s'habiller comme l'enseignant de Pénousoulou, qui peut, avec quelques tenues, déjà remplir les conditions. À Cotonou, c'est peut-être pas bien vu. Donc, c'est pourquoi je dis que dans une certaine mesure, c'est bien de le faire. Vous auriez souhaité qu'on donne des primes d'habillement aux enseignants, c'est ça? Si c'est possible. Si je lis à travers Si c'est possible. les lignes. Si c'est possible, pourquoi pas? D'accord. Puisque vous avez une prime d'habillement quand même. Ah bon. Le dites-vous. Laurent Roland, Tony Ninkes. Non, ce qui est sûr, si Oui. on commence à donner des primes d'habillement aux enseignants, c'est que nous aurons des motifs de demander aussi des primes d'habillement dans les privés. C'était l'actu, non pas l'actu, c'était les analyses et commentaires de Laurent Roland, Tony Ninkes, j'en fais presque mon latin, comprenez. Et désolé d'ailleurs pour mes nombreux reniflements et tout, voilà, je suis un peu grippé.